Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre connexion. Bienvenue pour cette émission, ce Web TV spécialement organisé pour la présentation de la charte expert réparateur. Et cette présentation, nous allons la faire de 11h à 12h30. Donc, nous vous demandons de bien rester connectés jusqu'au bout. Et pour en parler, un tour de table rapide pour présenter chacun des intervenants. Honneur aux dames, Marie-Françoise Béraudier, qui est présidente de la branche carrossier de FNA. Oui. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour à tous, je suis présidente de la branche carrosserie à la FNA qui est la Fédération nationale de l'automobile, qui représente plusieurs branches métiers. Dans les branches métiers, nous avons le dépannage, la carrosserie, la maintenance-vente, le contrôle technique, les stations-service, et puis nous avons aussi une branche auto-école. Voilà. Très bien. Deuxième intervenant, Laurent Fourcade, président de FFC Mobilité. Oui, bonjour. Oui, je suis président de la Fédération française de la carrosserie, de la branche mobilité, qui représente tous les réparateurs, les mécaniciens et les dépanneurs. Très bien. Et peut-être on peut le dire, vous nous faites l'honneur de nous recevoir aujourd'hui, puisqu'on est sur le studio justement de la FFC qui a réuni l'ensemble des organisations. Donc merci pour votre accueil. Avec plaisir, c'est l'honneur pour nous. Troisième intervenant, Jean-Marc Donatien, président de la branche carrossier de Mobiliance. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Et puis donc voilà, Mobiliance, 24 métiers dans le commerce automobile. Je ne vais pas tous les citer, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on aura l'occasion. Voilà. On aura l'occasion. Et quatrième intervenant, François Mandello, donc président de la Fédération française de l'expertise automobile. Eh bien, merci de nous accueillir, merci à la FFC, merci à tous d'être sur ce tour de table. Donc la Fédération française de l'expertise en automobile que je préside et qui est ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui. Très bien. Alors, peut-être rapidement préciser à tous ceux qui sont connectés les modalités pour le webinaire. Donc, vous n'avez pas accès à la caméra. Par contre, vous avez accès à un chat pour poser vos questions. Ces questions, vous les posez. Nous allons les prendre au fur et à mesure du déroulement. Préciser que ces questions sont modérées. Nous avons deux modératrices pour l'occasion. Nous avons Wei Bassardi de Mobiliance et Émilie Repusso, alors que vous ne voyez pas l'écran, mais qui sont présentes, qui est de FNA et qui vont modérer ces questions. Peut-être aussi préciser les règles du jeu sur ces questions. Ces questions doivent porter sur la charte, sur une incompréhension ou sur une précision nécessaire sur l'application des textes. Voilà, l'occasion n'est pas donnée de refaire le passé ou de parler d'un certain nombre de témoignages. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. On est vraiment ensemble pour présenter cette charte et parler de l'avenir. Voilà, donc je voulais le repréciser au tout début. Et repréciser aussi quelque part, donc cette charte, vous aurez l'occasion de la voir, elle sera publiée. Rentrons directement dans le préambule de la charte. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aussi essayer de lire, on ne la lira pas en intégralité, mais de lire certains passages de la charte. Je vais commencer par le préambule. La Fédération française donc, de l'expertise automobile, l'ensemble des organisations signataires, FNA, Mobiliance, FFC, donc, ont décidé de mettre en place cette charte concernant les relations entre les experts adhérents de la FFEA et les réparateurs adhérents à la FFMC, la FNA et Mobiliance. Le présent accord annule et remplace entre les parties signataires la charte de bonnes pratiques experts en automobile du 28 janvier 2014. Donc précisons qu'il y avait déjà une charte et que celle-ci vient la remplacer. Je passe pour dire qu'effectivement, à ce titre, l'ensemble des signataires rejettent tout recours à la violence, verbale ou physique, et s'engagent à faire preuve de respect et de courtoisie, en conformité avec les réglementations en vigueur, régissant respectivement les métiers d'experts et de réparateurs en automobile. Les parties signataires déclarent mettre tout en œuvre pour promouvoir le présent texte auprès de leurs ressortissants, des professionnels, et mobiliser tous les moyens à leur portée pour en assurer le respect. Voilà. Alors, on est déjà un petit peu dans le début. À quoi va servir cette charte? D'après ce que, effectivement, j'ai compris, c'est que cette charte vient donc remplacer l'ensemble et vous aviez senti la nécessité de vous remettre autour de la table et de reformuler l'ensemble des engagements par rapport à l'expérience, par rapport aux particularités, effectivement, des relations au fil du temps. Et je crois que l'on peut dire que si cet événement existe aujourd'hui, c'est bien la volonté de l'ensemble des organisations de redéfinir ces relations et surtout de faire respecter l'ensemble des articles dont vous allez nous parler. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de rentrer directement dans les articles pour justement que vous nous en fassiez lecture et que vous nous donniez votre interprétation. Alors, le premier article, c'est l'article 1. Alors, je suis chargé aussi de passer les slides.
voilà, je ne sais... Alors, j'ai pas de retour. Voilà, la partie 1. Alors, j'en fais la lecture rapidement puisque cet article est relativement court. Les parties s'engagent à privilégier la concertation pendant toute la durée de gestion du dossier. Dans tous les cas de figure, les parties communiquent entre elles et avec le propriétaire du véhicule de manière objective et en toute bonne foi, et dès lors qu'elles en disposent, veillent à lui fournir des informations techniques et administratives vulgarisées pour lui permettre de comprendre le suivi de son sinistre dans sa globalité. Ce que l'on voit effectivement à ce niveau-là, c'est qu'on a le mot concertation. Donc on voit bien que la concertation entre experts réparateurs est un point important. Et au-delà de la concertation, je crois qu'on va directement parler du contradictoire. Et ce contradictoire, il figure dans l'article 2. Et peut-être avant de rentrer dans l'article 2, je crois qu'il faut prendre le temps de redéfinir ce qu'est le contradictoire pour que chacun comprenne bien. Je pense que tous les professionnels qui nous écoutent savent et connaissent le mot contradictoire. Est-ce qu'on y met derrière la bonne définition? Voilà. François, premier mot, le contradictoire, c'est quoi? Le contradictoire, c'est essentiel. C'est essentiel pour les bonnes relations entre les experts et les réparateurs. Donc, il doit bien sûr se manifester dans toutes les opérations d'expertise. Ces expertises, il faut bien comprendre qu'elles se déroulent donc au contradictoire du réparateur. Et donc, c'est un moment privilégié pour déterminer ensemble les meilleures conditions de réparation. Donc, on va traiter de la méthodologie de réparation, ses aspects techniques, mais aussi les aspects économiques. Et donc, ce qui est important de signaler, c'est que souvent dans le contradictoire, on a cette notion qu'on peut pressentir de contradiction, mais c'est en réalité tout l'inverse. Le contradictoire, c'est que chacune des parties puisse mettre en exergue les thèmes qui vont être abordés dans la réparation, que ce soit la réparation plastique, la pièce de réemploi, peu importe, et que ensemble, les professionnels ils puissent échanger leurs arguments techniques, économiques, pour trouver la meilleure façon de réparer ce véhicule. Donc le contradictoire, c'est essentiel. Et un point supplémentaire, c'est que le contradictoire, il doit se mêler à toutes les conditions d'expertise, que ce soit avant, pendant et après travaux, puisque le contradictoire, ce n'est pas un instant T. Ce contradictoire, il peut perdurer pendant toute la durée de réparation. Par exemple, quand il y a des travaux complémentaires, l'expert et le réparateur reprennent le contradictoire pour de nouveau trouver un accord sur cette réparation. Alors, complément, Marie-Françoise, la partie contradictoire, même vision du côté réparateur? Oui, bien sûr, on a la même vision. Je ne veux pas répéter ce que dit François parce qu'il a tout à fait raison. On n'est pas dans la contradiction, on n'est pas dans l'opposition, dans le contradictoire. On est dans un échange technique. On peut se retrouver devant un ordinateur, devant des fiches techniques ensemble et voir comment on va faire la méthodologie de réparation. Après, le contradictoire, je le précise, ça va pour toutes les expertises. Il n'y a pas une expertise qui n'échappe au contradictoire. Si une expertise est faite en seule présence du propriétaire, il faut savoir que le contradictoire, il doit s'exercer auprès du réparateur. Donc ça ne prévaut pas, même s'il y a la signature du client, s'il n'y a pas eu le réparateur, ça ne prévaut pas d'une expertise contradictoire. Et il faut bien que le réparateur, après, reprenne la main dessus, reprenne contact avec l'expert, et à partir de là, il faut une expertise contradictoire. Très bien. Alors, on va voir que ce contradictoire est important. Il fait partie vraiment du fil conducteur de la charte. On le retrouvera même dans un article pour revenir plus en détail dessus. Peut-être rappeler à l'ensemble des participants, mais vous le retrouverez quand vous verrez la charte, ou peut-être que vous l'avez déjà lu. Je vais peut-être faire lecture du sommaire, savoir de quoi se compose cette charte. Il y a plusieurs points. Dans le sommaire, on a le devoir d'information des parties. Je lis, c'est un peu fastidieux, mais ça permet en tout cas à l'ensemble des participants, en tout cas, de savoir à un moment donné de quoi se compose le sommaire de ce document. Donc, devoir d'information des parties, expertise d'un véhicule, troisièmement, expertise, sous-traitance des travaux, quatrième point, l'expertise d'un véhicule en perte totale, cinquièmement, véhicule endommagé dangereux, 6, suivi des travaux des procédures véhicules endommagés, 7, la méthodologie de réparation, 8, travaux complémentaires, 9, véhicules hybrides et ou électriques, 10, traitement du PV d'expertise contradictoire d'accord ou de désaccord signé entre les deux parties. Voilà, effectivement, au moment où on reviendra sur ce contradictoire. 11, liberté des moyens et des prix et liberté d'évaluation. 12, délivrance de l'engagement de règlement direct. 13, gestion de crise. 14, commission interne de conciliation. 15, comité de suivi. N'apparaissent pas ici, mais il y a aussi des annexes qui viendront compléter et préciser un certain nombre de choses. Donc ça nous fait pas mal de points
à voir ensemble. Oui. On a déjà vu le point numéro 1. On va donc rentrer dans l'article numéro 2. Je pense qu'il est à l'écran. Je le passe. Voilà, l'article numéro 2. Alors cet article il est assez long. Il parle justement de l'expertise du véhicule. Expertise du véhicule, peut-être un point en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire l'expertise de terrain. Et là, c'est Jean-Marc, tu vas nous en dire un mot. Tout à fait. Cette expertise terrain. Alors l'expertise terrain, en sachant que c'est le premier contact qu'ont l'expert et le réparateur, et celui-ci se passe devant le véhicule, de manière à ce qu'on puisse juger de la méthodologie de la réparation, avec les temps de redressage ou de remplacement. Et il doit être effectué, et là j'insiste beaucoup sur ce point, en présence du réparateur et de l'expert. Non pas, ou alors d'envoyer soit le chef d'atelier, soit le chef d'entreprise, ou une personne habilitée de l'entreprise pour faire des expertises avec un expert et le réparateur, parce qu'il ne faut surtout pas, comme on a déjà vu, que ce soit un apprenti qui aille, parce que l'apprenti n'a pas probatoire de signature au niveau de la société, et ne pas non plus laisser l'expert partir tout seul voir le véhicule, attendre qu'il revienne en disant bon, bah, c'est bon, je t'ai mis ça et tout. Non, en présence de l'expert. En fait, la partie contradictoire et la partie expertise terrain, c'est la base de tout, du commencement du dossier, pour qu'un dossier soit cohérent, qu'il soit bien ficelé, qu'on n'ait pas justement de problématiques derrière sur des choses qu'on a peut-être pas vues tout de suite, alors que bon, là ça peut rentrer après dans l'expertise comment dire, de réparation ultérieure de travaux qui puissent être lorsque du démontage. Mais la partie principale de l'expertise, c'est sur le terrain avec l'expert, d'être présents les deux, et à partir du moment-là de signer le rapport, le fameux rapport d'expertise sur la tablette. Mais voilà, je reviens vraiment à dire que signer le PV de contradictoire d'expertise, il est très très important, et c'est là où tout commence sur le terrain, expert, réparateur. C'est peut-être un changement des habitudes. Peut-être Marie-Françoise, et justement par rapport à ça, sur un plan général, on se dit qu'effectivement, aujourd'hui, la concertation, le contradictoire fait que les deux parties doivent être ensemble devant le véhicule. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Mais puis un bon contradictoire, c'est un bon dossier aussi. Oui, c'est un bon dossier qui a moins de chances de rebondir, donc moins de chances de revisite du véhicule, de prendre de nouveaux accords avec le réparateur. Et puis aussi dans cette notion de contradictoire, quand on dit d'échanger les arguments techniques, c'est que eh bien, on s'enrichit chacun des compétences de l'autre. C'est-à-dire que l'expert, eh bien, en visitant un certain nombre de réparateurs, en faisant des formations, eh bien, il acquiert des compétences. Et puis le réparateur, en réparant tous les jours, il acquiert aussi des compétences. Et il faut échanger sur ces compétences, parce qu'on a chacun à apprendre l'un de l'autre. Et donc le débat contradictoire, c'est ça aussi, c'est s'écouter pour trouver la meilleure méthodologie de réparation. Exactement, d'ailleurs, tous les dossiers que l'on a en recours, après on verra pour la commission de conciliation, mais les dossiers que l'on a, nous, en recours au Bureau national, souvent mauvais départ de l'expertise sur le terrain. Et voilà, on ne peut pas laisser dire à l'expert, tu t'en vas et puis c'est tout, c'est moi qui décide. Non, c'est vraiment une complémentarité d'avoir les deux professionnels ensemble pour une méthodologie, et enfin, encore une fois, un dossier, comme disait Marie-Françoise, bien ficelé du départ. C'est vraiment, on a 80% de chances d'être tranquille jusqu'à la fin. C'est le point de départ. Il aurait peut-être fallu débaptiser contradictoire pour trouver un autre mot, parce que le contradictoire, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ça perturbe un peu dans l'appréciation du mot. Oui, tout à fait. Alors que voilà, c'est la complémentarité. Exactement. Alors le deuxième point de cet article 1, c'est l'expertise à distance, qu'on appelle l'EAD. Laurent, tu nous en dis un mot sur l'EAD, expertise à distance. C'est pas la charte qui va nous faire apprendre à faire une EAD à un carrossier ou l'expert de voir les photos, mais comme on disait déjà, c'est que plus un dossier est très bien fait, plus les photos sont bonnes, plus les pièces sont bien précises, et plus l'expert pourra faire en sorte que il fera une expertise contradictoire avec le carrossier, et que plus il aura des dossiers, et mieux cette expertise se passera comme il faut. On en revient à l'expertise terrain, hein, c'est pareil. Hein, il faut que ce soit signé par les deux parties, il faut que les deux parties s'entendent. D'accord. Alors sur le point d'expertise à distance, on a 3 points, il est assez long. Hein. Oui. Effectivement, le B qui était également mis en place. Je ne sais pas si ça nécessite commentaire ou pas. Peut-être pour les personnes qui nous regardent, lorsque vous avez la projection à l'écran, vous avez la présentation de la charte sur la gauche, et vous avez à droite la partie qui a été mise en exergue, qui est la partie surlignée
sur laquelle on voulait plus particulièrement attirer l'attention. Il y a 3 possibilités d'expertise à distance. C'est l'expertise à distance qui se passe bien, comme j'ai dit, avec toutes les fonctions. Il y a le fait que le carrossier puisse se dire, ben là, on ne peut pas faire une expertise à distance parce que il y a de la mécanique ou il y a des points qui ne permettent pas l'expertise à distance, c'est-à-dire mettre un véhicule endommagé. Voilà. Et puis ensuite, il y a le 3e cas où c'est l'assuré lui-même qui fait les photos. Auquel cas, là, le carrossier reçoit le rapport de l'expert et bien sûr qu'il va falloir faire venir le client pour voir la voiture. Et à partir de là, on appelle l'expert et on se met en rapport avec lui pour faire une expertise normale et contradictoire. Très bien. Alors, on regarde du côté de la modération. Il y a des questions apparemment, donc peut-être prendre effectivement une première question. On n'a pas terminé le point, mais on va quand même prendre cette question. Nous avons beaucoup de questions en ce début de webinaire sur justement la photo-expertise, sur son caractère contradictoire, sur le fait que lorsque le client réalise ses photos, l'assuré ou le réparateur voit arriver le PV de plus en plus souvent. Donc il y a beaucoup de questions autour de ce principe du contradictoire dans le cadre de photos prises par le client. Alors, oui, on en a beaucoup parlé lors de nos échanges de cet aspect-là, où les réparateurs recevaient directement les PV des experts. Et c'est pour ça qu'on parle du contradictoire, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne vaut pas caractère de contradictoire. Et il est important que le réparateur reprenne la main dessus, et puis qu'il puisse, lui, à son tour, reprendre le contact avec l'expert, et là, il se met en accord avec une expertise contradictoire. Il dit non, mais moi, je ne suis pas d'accord sur le PV, parce que revenez voir le véhicule, et l'expert est tout à fait apte à revenir voir le véhicule, ou échanger par téléphone, ou par photo, mais il faut absolument que le réparateur reprenne la main dessus, et qu'il garde son contradictoire. Et en fait, il faut faire revenir le client. Il faut faire venir le client à la carrosserie pour nous permettre de voir si le rapport qu'a fait l'expert nous convient et après appeler l'expert pour régler les problèmes. Oui, c'est ça, c'est que ce qu'on appelle maintenant plus communément le self-care, hein, donc le propriétaire qui procède lui-même aux photos de son véhicule. Donc l'expert va recevoir le dossier et puis il va être capable de chiffrer de façon unilatérale. Donc le contradictoire, il s'exerce mais avec le propriétaire et donc pas avec le réparateur. Et quand on adresse donc le rapport d'expertise au réparateur, eh bien c'est le début du nouveau contradictoire, celui qui va s'exercer avec le réparateur. Donc 2 possibilités, soit ce chiffrage convient, mais à ce moment-là, eh bien c'est un contradictoire, on va dire, des plus rapides, soit il ne convient pas, et à ce moment-là, eh bien, il y a cette discussion qui naît entre le réparateur et l'expert pour trouver eh bien, un accord contradictoire. Mais évidemment que l'accord qui a été pris, pour autant que ce soit un accord qui a été pris avec le propriétaire, ne s'impose pas au réparateur. Le contradictoire, comme je l'ai dit en préambule, il peut renaître à chaque instant au cours de la réparation. Et si je peux ajouter juste que si le réparateur reçoit un PV, il ne se lance pas dans les travaux s'il n'est pas en accord avec ce PV. Il ne faut surtout pas qu'il se lance dans les travaux. S'il dit, ben oui, ils m'ont donné le PV, ils m'ont tout donné, mais moi je n'ai pas dit mon mot, ben non. S'il n'est pas d'accord, il ne se lance pas dans les travaux. D'abord, il recontacte l'expert. Pour bien repréciser les choses, le réparateur sait comment il doit prendre contact avec l'expert. Ça se fait facilement, voilà. Hein. Oui. Ça se passe. Alors, ça se passe. Il est normalement obligé, l'expert, de nous répondre dans la demi-journée. Oui. Si le PV d'expertise ne nous convient pas, on le modifie, on envoie nous notre devis, et à ce moment-là, il nous répond et on signe les 2 parties. Très bien. Et je trouve qu'on peut le dire parce que voilà, il y a de vrais points positifs qui ont émergé ces dernières années, et sur le AD, vraiment, c'est devenu une méthode d'expertise, hein, puisque parfois, on peut avoir dans l'imaginaire collectif, on peut imaginer que l'expertise à distance, c'est une forme d'expertise un peu low cost. L'expertise à distance, c'est juste un moyen différent d'expertise, mais le contradictoire s'exerce. On peut transformer une expertise à distance en terrain. Et je trouve aussi que la maturité et des réparateurs et des experts a évolué parce que compte tenu du volume, donc on a plus ces schémas, et c'est vraiment quelque chose que je promeus moi en interne et auprès des réparateurs, c'est de dire essayons de faire bon du premier coup. Et c'est vrai que de sortir de cette logique, de dire je vais proposer 4 pour avoir 3, tout ça en fait, finalement ça fait perdre du temps à tout le monde, et de se dire essayons d'être bon du premier coup, et pour que ça fluidifie les échanges entre nous, et que voilà, on ne soit pas dans cette démarche qui est peu productive parfois. Et ça c'est tout à fait, aujourd'hui cette maturité est liée, et donc on voit à quel point ça a progressé et à quel point c'est rentré dans les mœurs.
Rapidement, on va passer au point rapidement. suivant. Mais en fait, l'expertise à distance, il faut quand même la remettre dans son contexte. Elle est uniquement dédiée aux gens qui ont un agrément de compagnie d'assurance. D'accord. C'est important de le préciser parce que tout le monde n'est pas agréé. Et quand vous n'avez pas d'agrément d'une compagnie d'assurance, il n'y a pas lieu de faire une photo-expertise. Bien reprécisé. Ouais. Sauf si, éventuellement, hypothétiquement, un jour, par mégarde, quelqu'un nous la facture, nous la paye. Mais normalement, non. Donc c'est uniquement dédié aux gens qui sont Qui agréés. ont l'agrément. Tout à fait. Et Marie-Françoise, un dernier mot Non, je rapide. voulais juste dire que pour le AD, c'est la même chose. Si le réparateur a envoyé une EAD et puis que l'expert n'est pas en accord avec le chiffrage du réparateur, on a bien expliqué dans la charte qu'il faut que l'expert se rapproche du réparateur et qu'il explique pourquoi il n'est pas d'accord et ne pas renvoyer un chiffrage direct avec un désaccord sur des heures ou je ne sais quoi sur des pièces, mais il doit quand même reprendre contact avec le réparateur. Ça fait partie du contradictoire. C'est le débat d'idées. Ah. Débat d'idées. On était donc sur le point 2 d'expertise à distance. Le point 3, alors je me tourne du côté de la modération. Encore une question sur ce plan. Oui, avec peut-être des renvois ultérieurs, comme on a pu avec Émilie l'indiquer sur le chat, mais simplement, quid du temps passé par le réparateur à faire de l'EAD. Donc on a expliqué que ça rentrait dans les règles de facturation que vous allez aborder un peu plus tard, donc on le dit en même temps qu'on l'écrit. Et puis il y a des questions un peu périphériques à l'EAD, sur notamment, j'estime que le contradictoire est basé sur la discussion. J'ai des dossiers où clairement le cabinet d'expertise refuse toute discussion. Le dernier notamment est un refus ferme au sujet d'une erreur de référence chiffrée. Comment dois-je procéder ? Alors on sait qu'on ne particularise pas dans le cadre de ce Non, on a dit qu'on était sur webinaire. l'avenir. Après, c'est peut-être une question assez récurrente et peut-être Mais on y générale. reviendra dans le point 10, c'est-à-dire concrètement ce qu'on a dit, c'est que le contradictoire doit exister, l'ensemble des parties ont bien reprécisé que c'est quelque chose qui doit se faire, et il n'y a pas de refus de dialogue. Totalement. Je propose qu'on passe au troisième point de l'expertise, c'est donc l'usage d'un système d'intelligence artificielle pour estimer les dommages. François, tu nous en dis un mot par rapport à cette intelligence artificielle, grand point. Oui, c'est un grand point qui est un point d'actualité au surplus. Et aujourd'hui, ces systèmes d'intelligence artificielle existent. Ils ont pénétré le marché il y a peut-être 4-5 ans de ça. On a un certain nombre de sociétés d'assurance qui les utilisent. La position aujourd'hui de la profession, en tout cas pour les experts, c'est de dire que l'intelligence artificielle est là pour venir augmenter les capacités de l'expert, mais que c'est toujours l'expert qui sera en capacité de déterminer ce qu'il va écrire dans son rapport d'expertise. Donc aujourd'hui, plusieurs aspects. Donc CSIA, donc ces systèmes d'intelligence artificielle, ils doivent être certifiés par leurs concepteurs. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces algorithmes, qu'est-ce qui se passe derrière cette intelligence artificielle, comment elle fonctionne, pour qu'on puisse en comprendre les aboutissants. Le deuxième point, c'est que le réparateur comme l'expert, ils sont toujours en mesure d'effectuer un contrôle humain. C'est-à-dire que c'est jamais l'IA qui a le dernier mot, si on peut le dire comme ça. C'est toujours l'expert ou le réparateur, puisque l'IA peut se situer bien sûr au niveau du cabinet d'expertise, mais aussi peut se situer chez le réparateur, sans difficulté. Les systèmes d'IA aujourd'hui doivent être sous contrôle. Donc il faut absolument que ces systèmes d'IA puissent être à la main des experts et des réparateurs et qu'ils puissent se servir de ça comme d'un outil. On a vu il y a quelques années apparaître des systèmes de chiffrage, des outils de chiffrage. Pour autant, ils n'ont pas supplanté ni les experts ni les réparateurs. Donc l'idée, encore une fois, c'est de dire, dans nos caisses à outils, eh bien, on a un outil supplémentaire qui est l'intelligence artificielle. Donc faisons-en bon usage. Oui, juste préciser que ce n'est pas une expertise l'IA. Hein. Voilà, ce C'est n'est pas un une outil expertise. C'est un outil qui aide à la décision, mais ce n'est pas une expertise. Et le contrôle humain derrière doit rester nécessaire, Voilà. impératif et nécessaire. Je crois que ça c'est quelque chose à bien d'appréhender, mais vous l'avez clairement expliqué, c'est bien la complémentarité des deux professionnels qui peuvent utiliser un outil complémentaire, mais que cet outil ne vient pas remplacer les professionnels. Hein. Bon, le seul souci aujourd'hui, c'est que le seul système d'intelligence artificielle qui est utilisé pour le chiffrage, il devient uniquement que des assurances. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais Je dis aujourd'hui. les professionnels peuvent être dotés d'un outil d'IA et les experts ont des outils d'IA également dans, Oui. dans leur... Mais pour l'instant, un réparateur classique ne peut pas avoir les moyens de concevoir une IA directement chez lui dans sa carrosserie. Donc on y travaille, on est en train de voir avec des faiseurs, mais c'est vrai qu'il est important que chacun ait sa propre IA pour pouvoir justement faire une comparaison au niveau des systèmes de chiffrage. On ne peut pas tout laisser faire à la machine, bien sûr, il y a un contrôle humain, mais de plus en plus il faut des contrôles humains.
Il nous faut des barrières, il faut quand même sécuriser ce système. Certains réparateurs sont quand même équipés d'IA ou pas du tout? Non, en fait, on a une IA comme dans nos téléphones classiques, mais on n'a pas un système d'intelligence artificielle qui nous dise aujourd'hui, je prends mes propres photos et qui font mon propre système de chiffrage. Avec nos algorithmes. Avec nos algorithmes à nous. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour ceux, encore une fois, qui sont agréés, qui prennent des photos en photo-expertise, qui traitent les dossiers en photo-expertise, le mettent dans le système, ils l'envoient... je pense à la compagnie d'assurance ou à l'expert qui, lui, a l'outil, mais nous, non. Ce n'est pas nous qui traitons les images. D'accord. Et François, du côté expertise, il y a des outils. Ah, tout à fait, qui sont produits donc, soit par des sociétés, on les connaît sur le marché, qui sont capables de mettre à disposition des outils d'intelligence artificielle. Il faut avoir une chose en tête aussi, c'est que nous, on est une profession réglementée, les experts en automobile. Donc on a un certain nombre de textes qui régissent nos agissements, donc le mot est pas simple, et en l'occurrence sont habilités à rédiger des rapports d'expertise à titre habituel, et bien les experts qui sont inscrits sur la liste nationale, et pour jusqu'à preuve du contraire, les intelligences artificielles ne sont pas des personnes, d'ailleurs ni morales ni physiques, qui sont en capacité d'être inscrites sur la liste nationale, donc quand bien même on le souhaiterait, les experts doivent rédiger leur rapport d'expertise à titre habituel. Et donc ça c'est une chose qui est importante, donc encore une fois, et je le dis et je le répète, donc on n'est absolument pas hostile à l'intelligence artificielle, mais on considère qu'elle doit garder sa place, et sa place c'est à côté de l'expert en automobile, et l'expert en automobile qui a le dernier mot sur le chiffrage et le rapport. Sur le chiffrage. Sauf que en complément, c'est qu'aujourd'hui il existe des systèmes d'intelligence artificielle, des compagnies d'assurance qui font que, encore une fois pour certains agréés, lorsqu'ils envoient les photos, ça ne passe même plus par l'expert. C'est-à-dire que c'est le système qui contrôle tout seul les photos, qui fait un chiffrage avec ses propres résultats et qui les renvoie, et soit le réparateur les accepte, et si c'est accepté, dans ce cas il fait le dossier, il y va, et là on a perdu l'expert. Sauf que non, parce que je crois qu'on va préciser que l'IA en aucun cas peut produire une expertise. Elle ne peut pas produire un rapport d'expertise. Alors, elle peut produire une évaluation. Non, mais si l'IA produit une évaluation d'un montant sur des photos qu'on lui a transmises, mais il n'y a pas eu d'expert derrière. Oui, il y a eu juste l'intelligence qui a retranscrit. Je demande à bien le repréciser, ça peut-être au niveau d'expertise. Je pense qu'effectivement, l'IA peut aider à produire une aide à l'expertise, mais le rapport d'expertise en tant que tel doit être visé par un expert automobile. Si c'est un rapport d'expertise qu'on souhaite en termes de destination. Oui, mais mais on n'est pas obligé d'avoir un rapport d'expertise pour pouvoir faire des travaux, faire la facture, l'envoyer à la compagnie d'assurance sans passer par l'expert. On peut le faire. L'IA a ce pouvoir au niveau de certaines compagnies où on fait son propre chiffrage, elle fait son propre chiffrage, elle vous le renvoie. Si vous acceptez le chiffrage, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de rapport d'expert. François, il n'y en a pas. Mais c'est ce qui se passe actuellement pour... Voilà, donc nous, ce qu'on veut, c'est conserver l'esprit, encore une fois, contradictoire. On veut garder les experts. Très bien. Une question, pas de question du côté de la modération pour l'instant. On passe à l'article 3. Alors, cet article 3, c'est l'expertise sous-traitance des travaux. Il y a deux grands points dans cet article 3. On a le point A. Un seul ordre de réparation a été signé par le propriétaire du véhicule avec un seul réparateur pour la totalité de la réparation. Donc, une seule expertise contradictoire est réalisée entre le réparateur et l'expert. Marie-Françoise, une petite explication sur ce point? Alors sur ce point, c'est le réparateur qui assume entièrement son obligation de résultat. Donc même si lui, il a sous-traité des opérations, à la rigueur, il fait un OR ou il fait un contrat avec son sous-traitant, mais dans tous les cas, un seul ordre de réparation signé avec le réparateur et le client, c'est lui qui assume son obligation de résultat. D'accord, donc pour ce point. Pour ce point. Le point B. Plusieurs ordres de réparation ont été signés par le propriétaire du véhicule avec plusieurs réparateurs. C'est notamment le cas où un réparateur peut réparer le véhicule et un second réparateur l'équipement. Oui, alors ça, il y a des fois, il y a des formes il y a des réparations qui méritent plus, suivant le véhicule, suivant le sinistre, on va dire. Comme exemple, je peux vous donner par exemple un véhicule qui a été mis en design avec une signalétique spéciale ou quoi. Souvent la signalétique se fait à part. À ce moment-là, il y aura un ordre de réparation avec le client et la signalétique facturera directement. Donc là, à ce moment-là, de toute façon, c'est l'obligation de résultat, il est que pour la partie réparateur. Chacun aura son horaire de signé et chacun aura son obligation de résultat par rapport à l'ordre de réparation signé. Voilà. Très bien.
clair. Du côté de la modération, est-ce qu'on a des questions jusqu'ici? Nous avons quelques questions sur l'intelligence artificielle. On revient un petit peu dessus. Pas de problème. Voilà. Et puis beaucoup de questions aussi sur le respect des délais qui sont prévus aussi dans la charte. Donc sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt sur certaines pratiques assurantielles qui se passent en fait de l'expert. Et la question, c'est dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de sinistres, notamment au site Covea, est-ce que l'expert a toute sa place et comment on peut du coup remettre la charte au centre du suivi de ces dossiers? Moi, je sais que ils ont donné l'exemple de Covea. Je sais que de toute façon, ils ont toujours dit, alors jusqu'à maintenant, parce qu'on ne sait pas les suites, on ne sait pas l'avenir non plus, mais jusqu'à maintenant, ils ont toujours dit qu'il fallait rappeler l'expert s'il y avait un souci. Si le réparateur n'était pas en accord avec l'intelligence artificielle, il fallait rappeler l'expert. Et moi, c'est ce que je conseille de toute façon, c'est que de toute façon, il faut demander une expertise, parce que j'ai bien dit, l'IA n'est pas une expertise. Donc il faut se sortir de l'idée que l'IA est une expertise, et n'est pas le résultat concret et définitif d'un chiffrage. En fait, quand on fait un chiffrage en IA, en tant qu'agréé, on parle de Covea par exemple, on a la possibilité, si on a un retour qui ne paraît pas cohérent, de pouvoir refaire une demande. Bon, généralement, c'est pas pour en mettre plus, hein. Mais et ensuite de ça, vous avez la possibilité de ressortir le dossier, et à ce moment-là, il repart chez un expert. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas en abuser, parce que ce que veut Covea, c'est que ce soit fluide et qu'on réponde rapidement à l'IA et qu'on arrête de la contredire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, l'IA, il est important qu'il y ait des garde-fous et que l'on ait chacun sa propre IA pour justement les mettre en corrélation et voir un peu la véracité des chiffrages qui sont faits. De toute façon, actuellement, on est quand même en train de travailler dessus. Je crois que toutes nos opérations, nos organisations professionnelles, on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle. Moi, il y a longtemps que je me bats là-dessus. Il faut mettre en place des règles de gouvernance, tout simplement. Parce que c'est pas possible que l'intelligence artificielle vienne imposer un chiffrage et puis que le réparateur soit en face d'un chiffrage qui n'est pas en accord. Est-ce qu'on parle aussi des peut-être éventuelles dérives de l'IA dans l'expertise ou pas ou... Peut-être pas, enfin on va peut-être pas avoir le temps, mais les dérives, peut-être que, alors il faudra le traiter peut-être dans une autre partie, mais rapidement, si on avait un mot à dire sur un mot à dire, c'est que la probabilité plus tard, c'est d'avoir une IA qui fasse un chiffrage avec des photos d'un réparateur, enfin d'un assuré qui a fait ses propres photos, qu'elle part directement dans une IA, dans une compagnie d'assurance, et qu'elle indemnise directement le sinistré. C'est là où en fait vous travaillez respectivement sur ces IA, sur les algorithmes de l'IA, et que l'IA soit effectivement un outil qui aille qui soit vraiment un outil au service du professionnel, et de ne pas prendre une IA qui serait une IA qui favoriserait telle ou telle partie. L'indemnisation et derrière, surtout nous, à Mobiance, c'est surtout au niveau de l'aspect sécuritaire, parce qu'il n'y a plus de réparateurs, il n'y a plus d'experts qui ont contrôlé ce véhicule, on a juste indemnisé un sinistre, et derrière, il y a encore une fois, on n'a plus de contradictoire et l'aspect sécuritaire. Je répondrai, d'où l'importance pour les professionnels de se doter aussi d'outils d'IA pour être en partie capable de répondre si effectivement ils de mettre des garde-fous, d'alerter surtout au niveau. Je suis d'accord avec Jean-Marc, la sécurité pour nous aussi c'est primordial. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a plus de contradictoire, mais la sécurité est mise en jeu quand même avec l'IA. Donc il faut être très attentif. Nous sommes très attentifs, nous restons très attentifs du moins, et on alerte toujours et on continue à travailler sur l'IA. Voilà. Je pense que l'ensemble des signataires, y compris les experts, sont très attachés à la sécurité. C'est même leur valeur ajoutée. On est très attachés à la sécurité, et puis c'est intéressant aussi de faire émerger au travers de ce mini-débat là, en digression que finalement le contradictoire a toute sa place, et que les réparateurs promeuvent aussi le contradictoire, et qu'ils ont vraiment la volonté de créer cette relation avec les experts, ce qui est contre-intuitif. On pourrait imaginer que les réparateurs se disent tiens, je suis débarrassé de l'expert et puis je préfère traiter avec une IA, et c'est tout le contraire. En fait, du débat contradictoire naît les meilleures méthodologies. Donc c'est intéressant aussi de le souligner, et que ce signal soit donné aussi au marché,
puisqu'on a toujours l'impression qu'il y a une forme un peu de guerre froide entre les réparateurs et les experts, et on combat tous autour de la table et toutes les organisations professionnelles ensemble pour démontrer le contraire. 99,9% des opérations d'expertise chez les réparateurs se déroulent dans de très très bonnes conditions, et cette charte elle est faite justement pour traiter les cas qui sont un peu à la marge, mais vous verrez, et tout au long de ce débat, eh bien, on le verra, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà très bien décrites, bien connues, très bien sues, mais il faut les rappeler pour que justement il n'y ait pas de dérive. Ce que je disais en introduction, c'est que cet événement démontre que vous êtes tous autour de la même table pour justement être convaincus de la complémentarité des acteurs. Il y avait une autre question complémentaire. La dernière question porte plutôt sur le respect justement des délais, et qu'est-ce que je peux faire si l'expert ne me répond pas? Est-ce que je peux valider le dossier? Quels sont mes droits par rapport à ça? On a pas mal de réactions à ce sujet. C'est écrit dans la charte. Ça sera écrit. On aura la réponse dans la continuité de la lecture. Alors continuons justement la lecture de la charte. Nous en sommes au point 3. Est-ce qu'on voit l'écran pour me simplement, effectivement, que je sois sur le fil conducteur. Alors, là, on était le point B. On est sur le point 4 de la charte, expertise d'un véhicule en perte totale. Alors, sur ce point, j'ai encore une lecture, effectivement, du point à faire. Donc, le dossier sinistre automobile peut faire l'objet d'un traitement en perte totale dès lors que le rapport d'expertise détermine que le montant des réparations approche ou dépasse la valeur de remplacement à dire d'expert, ce qu'on appelle la VRAD. La gestion d'un dossier sinistre en perte totale nécessite que l'expert en automobile détermine la valeur de 4 éléments dans son rapport d'expertise: la valeur du véhicule avant sinistre, la VRAD, le montant de la réparation qui doit satisfaire aux règles de l'art, y compris en incluant au titre de la méthodologie des pièces issues de l'économie circulaire, ce qu'on appelle les PIEC, ou des pièces de qualité équivalente, PQE, la valeur du véhicule après sinistre, la valeur des frais annexes, remorquage, frais de gardiennage éventuel, démontage partiel. 2 cas sont à considérer en matière de gestion de sinistre en perte totale. Alors, François, là, donc, pour la complémentarité de ces points, on a on a petit a, petit b et petit c, donc le montant des réparations est inférieur à la valeur du véhicule avant sinistre. Quelque chose à dire sur cette partie? Alors je crois que ce cas est très bien connu de nos professionnels, mais ce qu'on peut dire très rapidement, donc ce sont des dispositions contractuelles donc, qui peuvent différer en fonction des sociétés d'assurance. Donc souvent on est autour de 80-85% du montant des réparations, et dans ces situations-là, donc quand le montant des réparations atteint 80-85% de la valeur de remplacement à dire d'expert, et bien dans ces situations-là, la compagnie d'assurance peut proposer une indemnisation avec ce terme un peu vulgaire de perte totale, donc c'est-à-dire que le véhicule eh bien, va être indemnisé par la société d'assurance. Donc ça c'est le premier cas, ça permet bien quand on est aux frontières de la valeur de pouvoir permettre à l'assuré eh bien d'être indemnisé, de racheter un véhicule. Et le deuxième cas qui est celui de la procédure VEI. Donc c'est un peu le même dispositif, sauf que dans cette situation-là, le montant des réparations est supérieur à la valeur qui a été fixée par l'entreprise d'expertise. Et à ce moment-là, de la même façon, la société d'assurance va proposer une indemnisation, encore une fois, en perte totale. Donc ça, c'était le point C, disposition commune à la procédure assurance et administrative, où je me trompe? Alors, il y a des dispositions qui sont un petit peu différentes. Sur l'aspect indemnisation, dans les 2 cas, la société d'assurance va proposer une indemnisation au client. La seule différence, c'est qu'administrativement, pour le coup, en procédure arrivée, c'est un véhicule donc, qui ne va pas être frappé d'une quelconque opposition, alors que dans le cas du véhicule économiquement irréparable, le véhicule il va être frappé d'une opposition, en l'occurrence la mutation du certificat d'immatriculation, et pour lever eh bien, cette opposition, le véhicule devra eh bien, subir des réparations et être suivi par une entreprise d'expertise en automobile pour qu'elle puisse délivrer un rapport qui vient confirmer que le véhicule est apte à circuler dans des conditions normales de sécurité et qu'il n'a pas subi de transformation notable. Donc seuls les experts inscrits sur la liste et détenteurs d'une qualification numéro VE pourront délivrer ce rapport de conformité. Très bien. Côté modération, est-ce qu'on a une question sur cet article 4 ? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors, de l'article 4, nous passons à l'article 5 et 6. Ils sont tous les deux rassemblés parce qu'on parle de véhicules endommagés et on parle ensuite
les suivis des travaux des procédures véhicules endommagés. Donc c'est complémentaire. Je fais peut-être lecture justement du point numéro 5. Alors, si au moment de son examen technique initial, l'expert constate que le véhicule est concerné par la procédure administrative dite VGE, il en informe le réparateur à l'issue du dit examen. À ce titre, au titre de cette information, l'expert précise le ou les critères de dangerosité déclenchant la procédure VGE et communique le détail des réparations touchant à la sécurité qu'il estime nécessaire pour la remise en état du véhicule. Ça, c'est l'article 5. Un petit complément, François, par rapport à cet article 5 ? C'est un point effectivement très important. Les véhicules endommagés, donc c'est une procédure qui est relativement récente, 2009, et qui a permis de suivre les travaux, donc un peu comme je le disais précédemment dans la procédure VEI, donc un suivi des travaux par un expert, donc encore une fois dans les conditions du contradictoire avec le réparateur. Une chose qui est importante, c'est une procédure vraiment sécuritaire, donc l'expert est dans son rôle d'acteur de la prévention, et dans ce rôle-là, il doit une fois encore travailler au contradictoire du réparateur, et notamment en l'informant des dispositions de cette procédure VGE, et parfois aussi des pièces qui devront être remplacées et qui concernent la sécurité. C'est extrêmement important pour l'expert de pouvoir déterminer dès le départ les pièces qui vont devoir être remplacées, parce qu'on a un potentiel reste à charge parfois pour le propriétaire, et évidemment il ne s'agirait pas de le découvrir à la fin des travaux, mais plutôt en amont des travaux pour qu'il puisse prendre sa décision, le propriétaire, de façon éclairée. Alors, article 5 et article 6, on passe directement au suivi de la procédure des travaux. Sur l'article 6, j'en fais... Laurent, il y a des questions. Pardon, question, mais est-ce qu'on... Alors, prenons une question tout de suite, comme ça on donnera aussi place à question à l'issue de l'article 6. Très bien. C'est sur le VE. Peut-on contredire suite à une VRAD expertise quand l'expert force le chiffrage pour le mettre en épave, alors que nous pouvons proposer une réparation inférieure ? Quand un expert retire des heures en EAD sans explication, que faire ? Et également, l'expert a-t-il une obligation dans le délai de levée d'un VE ? Alors, question qui s'adresse peut-être... il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions dans la question. Bon, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'expert, par rapport à cette dernière question qui concerne les délais pour lever l'opposition, en réalité, l'expert, il doit lever l'opposition à partir du moment où il considère que le véhicule est apte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Donc, il va rédiger un rapport d'expertise. Donc, ça, je le souligne, il y a toujours un rapport d'expertise qui est à rédiger. On va l'appeler le rapport de conformité. Pour les experts, c'est ce qu'on appelle vulgairement le 1C. Et ce rapport de conformité, il va être validé auprès de la NTS, ou du service de SIV, via un jeton, on va appeler ça informatique, qui vient informer le ministère que le rapport a bien été délivré. Et donc, on ne peut pas se passer du rapport d'expertise. Je le dis, je le redis, on le dit en formation VE, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour les autres aspects, quand j'entends cette phrase qui dit que les experts pourraient forcer un chiffrage ou forcer une valeur, bon, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les experts font leur travail de façon classique et avec toutes leurs compétences. Les quelques cas qui peuvent exister à la marge, il faudra les signaler, et cette commission de conciliation, elle sera peut-être là pour ça, s'il pouvait y avoir des dérives autant côté réparateur que côté expert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le contradictoire, encore une fois, il est là pour une des questions qui concernait le nombre d'heures dans l'EAD qui n'était pas conforme. C'est la discussion avec le réparateur, c'est aboutir au travers du contradictoire à un accord ou un désaccord. On reviendra dans le point 10, c'est pour ça, je pense qu'on ne va pas mettre le débat tout de suite. Pourquoi pas, mais en tout cas de pouvoir discuter de ces aspects-là, et de la même façon pour la valeur. Donc si je comprends bien, entre les lignes de la question, c'est comment faire en sorte que le véhicule ne soit pas en perte totale. C'est le débat contradictoire qui doit intervenir en amont, et peut-être proposer dès le départ de la pièce de réemploi, une méthodologie de réparation adaptée pour essayer non pas d'échapper à cette procédure VEI, mais de mettre le réparateur et l'expert dans les meilleures conditions pour faire le chiffrage le mieux optimisé. Je crois que la question, c'était ça. La question, c'est que quand une voiture est un peu limite au niveau de la valeur, nous recevons des rapports d'expertise sans pièce de réemploi. D'accord. Et c'est ça la question, c'est la possibilité de mettre de la pièce de renvoi, parce que des fois, en mettant de la pièce de réemploi sur ces dossiers-là, ils rentrent dans la valeur.
Alors, on va y revenir aussi sur ce point point-là, 6. mais là, je pense qu'effectivement, ce qui est, et on va rentrer dans le point 6, le suivi, ils sont un peu complémentaires, hein, ces Oui, deux tout à articles-là, fait. c'est pour ça qu'on est dans le débat, mais je crois qu'effectivement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, la concertation d'une part, le contradictoire d'autre part, une discussion, et cette discussion, elle doit vraiment avoir lieu. C'est un échange constructif dans lequel vous allez trouver des solutions. Donc ça répond aux questions de la modération. Alors rentrons dans l'article 6, et j'en fais lecture encore. Lorsque le véhicule est concerné par une procédure administrative, des véhicules endommagés du Code de la route, l'expert et le réparateur doivent agir de concert. Voilà, donc on y répond. Afin de pouvoir remplir leurs obligations respectives vis-à-vis de leur client commun, le propriétaire du véhicule, de s'acquitter pour l'expert de sa mission de sécurité routière, conformément aux dispositions de l'arrêté qui fixe les modalités d'application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes. L'expert qualifié VE en charge du suivi et du contrôle des réparations met à disposition du réparateur sa lettre de mission dans son extranet. Dans les autres cas, le réparateur demandera à l'expert qui se présente à lui comme le professionnel en charge de l'expertise VE, de lui remettre, notamment par courriel, sa lettre de mission. Alors, il y a un point A, B, C, D. Le point A, opération préalable au commencement des travaux de réparation. François, une petite précision, ou on l'a déjà dit dans ce qui a été dit tout à l'heure? Je crois qu'on l'a dit, c'est vraiment d'informer le réparateur de toutes les dispositions qu'il faudra prendre pour les pièces qui concernent la sécurité du véhicule. Voilà. Et qui devront être remplacées, évidemment, pour qu'on puisse délivrer un rapport de conformité. B, c'est opération de réparation ou de suivi des travaux. Marie-Françoise, un petit complément sur ce point? Oui, alors moi je voudrais déjà rajouter que de toute façon, il faut savoir que l'expert, il voit le véhicule une première fois, il le met en procédure. Après, il y a un suivi. Ce suivi-là, il n'est pas forcément suivi par l'expert qui a vu le véhicule. Ce n'est pas une obligation. Et je pense que c'est important de le redire parce qu'il peut y avoir le client qui demande un autre expert. Alors, dans 90%, on va dire que c'est toujours l'expert qui a vu en premier le véhicule qui va le suivre. Mais il y a quand même cette possibilité. Et je mets en garde quand même les réparateurs là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de lettre de mission qui se préoccupe déjà de récupérer la lettre de mission de l'expert ou que l'expert leur informe qu'il a bien la lettre de mission pour les suivis des travaux. Parce que si le réparateur se lance dans une réparation et puis que le client avait missionné un autre expert, ça va compliquer le dossier parce que l'expert voudrait voir le véhicule avant travaux, parce que c'est la procédure, avant, pendant et après, hein, c'est ce qui se passe. Donc le réparateur va se mettre dans une drôle de position et le dossier va déjà mal partir. Donc la première des choses avant de démarrer les travaux, c'est de se préoccuper d'avoir la lettre de mission de l'expert. Du client. Je me permets de bien repréciser, mais enfin les professionnels ont peut-être bien compris, c'est peut-être moi qui, pour ma culture, si un expert déclenche une procédure VGE, il peut être remplacé par un autre expert, et l'autre expert peut reprendre en cours de route ou doit refaire cette procédure de départ. François? En fait, c'est deux procédures qui sont complètement distinctes. Il y a l'expertise collision qui va venir déterminer que le véhicule est concerné par la procédure VGE. À ce moment-là, le propriétaire, il a le choix de son expert, n'importe quel expert inscrit sur la liste nationale des experts et qui a une qualification VE. Et donc cet expert peut être un autre expert. Donc le premier expert va délivrer donc un rapport qui vient déterminer que le véhicule est dangereux, et ce deuxième expert va venir délivrer, le cas échéant, un rapport de conformité. Ces deux experts peuvent être totalement différents, et comme le disait Marie-Françoise, elle a tout à fait raison, le deuxième expert qui va venir découvrir le dossier, eh bien, il va devoir se forger un avis dès le départ, en voyant le véhicule, bien sûr, avant travaux. S'il arrive pendant les réparations, il ne sera pas en mesure de délivrer un rapport conforme. Voilà. Et puis après, effectivement, après, les experts, quand l'expert est missionné et qu'il a la responsabilité du suivi des travaux, il faut que le réparateur travaille en concert avec l'expert. Effectivement, François l'avait dit aussi tout à l'heure, mais pour pas qu'il y ait de surprise à la fin des travaux, il faut quand même voir le véhicule, voir le problème de frein, la vétusté, ce qui va rester à charge du client pour que le dossier soit au mieux déjà. Alors, il peut y avoir au cours de travaux d'autres imprévus, mais malgré tout, si on a bouclé le dossier dès le départ, et c'est ce qu'on conseille toujours, c'est de vraiment verrouiller dès le départ. De façon exhaustive, quoi. Voilà, parce que de toute façon, les réparateurs connaissent ce que va demander l'expert en principe. On va demander les disques de frein, les amortisseurs, les pneus, ils vont regarder déjà tout ce qui est lié à la sécurité. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir avant de démarrer les travaux, pour dire au client, de toute façon, à la fin des travaux, l'informer, et que l'expert l'informe et que le réparateur l'informe aussi. C'est important que l'expert aussi informe le client. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce suivi. Voilà. On a le point C pour avancer, donc dispositions spécifiques à certains contrôles finaux.
l'essai routier du véhicule endommagé par l'expert qualifié VE, le contrôle des véhicules endommagés à faire dans un centre de contrôle technique. Jean-Marc ? Juste un tout petit retour en arrière, concernant l'expert, quand on dit on peut choisir l'autre expert, il faut aussi savoir qu'on peut choisir l'expert d'un autre cabinet. C'est important de le préciser. C'est pas que. Bien sûr. Parce que là, on était resté comme si on était dans le même cabinet. On peut prendre un expert n'importe quel expert. D'un autre expert, mais aussi qu'on précisait que c'est dans notre cabinet. Un autre expert de la liste nationale. De la liste qualifiée VE. Alors, ce point C. Le point C, dispositif spécifique à certains contrôles finaux. En fait, on est là sur l'essai routier parce que ça posait beaucoup de questionnements au niveau de nous, OP, les syndicats de la carrosserie. C'est lorsque l'expert prend le véhicule et part tout seul essayer le véhicule. Alors que normalement, on nous a toujours dit qu'il fallait mettre un W garage accompagné d'une personne nommée de la société pour aller faire des essais avec l'expert et le véhicule. Malgré tout, le nombre de débats qu'on a pu avoir, aujourd'hui, oui, sans avoir de complément des pouvoirs publics, l'expert peut prendre le véhicule et partir tout seul essayer le véhicule. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une traçabilité de l'essai routier du véhicule par l'expert, c'est-à-dire qu'il doit faire un tracé du départ du véhicule avec le kilométrage, avec l'heure du départ, le kilométrage, et ensuite de ça, le retour avec le kilométrage. Et à ce moment-là, l'expert et le réparateur signent, comme quoi l'expert a bien effectué son essai. Il faut le tracer. C'est le seul moyen qu'on a de se dédouaner d'un accident, puisqu'en fait, le véhicule, il nous est confié par le client par un ordre de réparation. Donc, obligation de résultat, comme disait Marie-Françoise, c'est le véhicule qu'on nous a confié, donc de notre compagnie d'assurance. Donc, pour se prémunir de ceci, on demande traçabilité à ce niveau-là. C'est clair, ça, François. C'est même impératif de le faire. Oui. Ouais. C'est impératif, il faut le faire. C'est le départ de l'expert avec l'essai, le retour de l'expert avec l'essai. C'est impératif, tout simplement. Alors on parle d'accident parce que ça, ce serait le risque le plus grave. C'est le, ouais, et effectivement, n'est pas couvert. Mais on peut aussi, moi je vois, j'ai des réparateurs, ils ont des petites jumelles qui suivent pas loin. Et si l'expert se fait prendre, par exemple, au radar, tout simplement, et ben non seulement le véhicule est en interdiction de circuler, mais il faudra que le réparateur prouve que c'était pas lui qui était au volant du véhicule, parce que attention, l'expert n'essayera pas le véhicule avec le W garage du réparateur. Donc cette procédure, elle est clairement formalisée. Oui, on l'a formalisée. Maintenant, on l'a formalisée sur la charte. Et c'est validé par cette fameuse traçabilité. Mais il faut vraiment que les réparateurs en prennent conscience qu'il faut tracer. Très bien. Et à savoir que dans le cadre de ces essais, bon, effectivement, l'expert peut essayer le véhicule seul, mais nous, ce qu'on conseille, pour des raisons évidentes, c'est que l'essai se fasse avec le réparateur, parce que parfois ça peut permettre, par exemple s'il y a un bruit, par exemple s'il y a une défaillance, un bruit d'air, de le constater ensemble et de fixer à chaud la méthodologie de réparation ensemble, en se disant tiens, on est d'accord, on entend un bruit de roulement à l'arrière droit, toi aussi, oui effectivement, on va la mettre sur le pont. Voilà, ça permet aussi de ne pas devoir expliquer en retour d'essai, de dire il me semble qu'il y a un bruit, du coup je vais aller essayer le véhicule pour aller voir ce que toi-même tu as constaté. Donc encore une fois, ce débat contradictoire permanent, c'est toujours ce qui est le plus efficace. Donc ce que je note, c'est côté expertise, vous recommandez d'avoir le professionnel de la réparation à vos côtés. Alors, et les professionnels, vous êtes prêts à monter dans la voiture. Il y a beaucoup d'expertises qui se font pour les essais après travaux dans la phase de contrôle technique. Donc du coup, on n'est pas forcément en présence du réparateur, mais si l'opportunité se présente, je pense que c'est une opportunité à saisir. Il y a apparemment une question. Il y a pas mal de questions sur le suivi d'un VE, notamment sur l'essai routier. Donc en cas de sinistre lors de l'essai routier par l'expert, que se passe-t-il? Qui déclare le sinistre, le réparateur ou l'expert? Qui est assuré? Je pense qu'on ne va pas trop passer de temps dessus, mais on pourra repréciser les procédures. De toute façon, à partir du moment où l'expert a pris le véhicule et qu'on a signé une traçabilité, je crois qu'on a pu en parler. On dégage la responsabilité. Mais ça, c'est un autre débat. Je veux dire, c'est normal. C'est l'expert qui l'a pris. Il y aura ça. Donc, traçabilité, impératif, complémentarité, et ça répond à la question. On a parlé du contrôle technique. Oui, enfin, le choix du contrôle technique, là, c'est d'un commun accord. Encore une fois, on parle du contradictoire. Il ne faut pas non plus qu'il y ait... parce que certains experts automobiles peuvent avoir des contrôles techniques, d'autres, même certains carrossiers peut-être aussi. Donc il faut être en neutre. Et effectivement,
Dans certains cas, l'expert paye directement le contrôle technique parce qu'il connaît aussi un cabinet comment dire, un contrôle technique, un centre de contrôle, mais au même titre que la carrosserie, s'il a un contrôleur technique qui connaît, qui est juste en face, bon, après, c'est une question de discussion, c'est une entente entre les deux, il n'y a pas de problème. De toute façon, le contrôle technique est géré par des gens responsables, ils sont nommés et c'est sous-préfecture, arrêté préfectoral, ils ne font pas n'importe quoi. Donc réglementation oblige, ils feront les contrôles. Très bien. Et le point D, le temps passant, on en va avancer effectivement sur la fin de cet article. Conformité du véhicule endommagé, Laurent, oui, là, il n'y a pas grand-chose. C'est que plus on enverra les justificatifs vite à l'expert, plus l'expert pourra faire son rapport et plus il pourra déclencher la levée du véhicule à la préfecture. D'accord. Alors on n'a pas mis de délai là, non. Mais bon, ça serait bien que les experts aillent vite pour qu'on puisse livrer les voitures, quoi. Mais à partir du moment où ils ont tous les documents... Mais s'ils ont tout, ça suit. Oui. Ça doit suivre. On passe dans l'article 7, c'est la méthodologie de réparation. Alors voilà, l'article 7, vous l'avez à l'écran. Là encore, c'est bien l'article 7 qui est à l'écran, un petit doute. Je lis rapidement. L'objectif premier de la démarche est de déterminer contradictoirement, encore le mot, entre l'expert et les réparateurs, la méthode de réparation du véhicule. Cette méthode privilégie la réparation des pièces plutôt que leur remplacement, si cela est possible. Les limites reposent sur la faisabilité technique et économique. Faute de pouvoir réemployer des pièces de rechange, le véhicule sera réparé avec une pièce neuve d'origine et de qualité équivalente. Donc là se pose la question des différents choix des pièces. Jean-Marc, un point là-dessus, c'est le positionnement de l'atelier, la réparation. Oui, alors le premier point, et c'est le plus important, c'est justement lors de l'expertise terrain, au niveau contradictoire, c'est de voir la réparabilité. Nous sommes des carrossiers, on a un savoir-faire, on le fait savoir, et il passe notamment par la réparation. Donc les gens sont formés au polymère, à tous ces nouveaux matériaux qui sont là aujourd'hui, entre l'aluminium et autres. Ce qu'il faut privilégier, et aujourd'hui, encore une fois, dans un problème d'écologie et d'économie, c'est de réparer les pièces. Un bouclier, et je le dis aujourd'hui, ne plus se donner de limite de temps. Enfin, limite de temps, si ce n'est celle de la valeur économique. Un bouclier avant, qui coûte aujourd'hui, on le sait, une fortune par rapport à avant, je donne pas, mais si on prend une valeur X, même si on arrive presque à la valeur de cette pièce en réparation, je vais donner par exemple 2 heures, 3 heures ou même 4 heures ou 4 heures et demie de réparation sur un bouclier, à partir du moment où on a sauvé cette pièce, où on a fait valoir notre savoir-faire, et qu'en plus de ça, on a économisé de fabriquer une pièce ou d'aller en chercher une autre en pièce équivalente, en pièce de réemploi, on a gagné. Pour l'écologie, on a gagné, pour l'économie aussi. Donc je pense qu'il faut privilégier dans tous les domaines, que ce soit sur les pièces de tôlerie ou autres, de réparer. Ça, c'est le mot d'ordre que l'on a. Et c'est en plus un mot d'ordre qui est donné par les compagnies d'assurance quand on les rencontre, qui nous disent, on donne aux experts le pouvoir et le temps de dire, je donne du temps pour réparer plutôt que de remplacer. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire en esprit contradictoire, réparer. Alors, parce qu'on n'est pas des changeurs de pièces. Je pense que ça va être un point très important. Alors, je me permets un petit commentaire puisque je pense que c'est un sujet important. J'ai eu effectivement le plaisir d'animer au niveau de la demande de SRA toute une journée sur le CSRD, donc sur cette empreinte carbone. Effectivement, vous avez un aspect technique, un aspect économique, et je crois qu'il faut rajouter ce troisième aspect écologique aujourd'hui, et qui va rentrer dans le contradictoire. Peut-être un mot rapide, justement, parce que ça risquera de vous être demandé par les fameux donneurs d'ordre, ou en tout cas les assureurs, qui vont demander à mesurer l'empreinte carbone. Bien sûr, la réparation peut être plus avantageuse, mais parfois, est-ce qu'elle est plus écologique, est-ce qu'elle est plus économique? Ça va être effectivement compliqué dans le contradictoire d'estimer ça, mais ça va faire partie du contradictoire. On travaille dessus, Mobiliance est déjà en train de travailler sur le sujet. D'ailleurs, les 3 OP, puisque nous sommes tous les 3 pour l'instant en tant que réparateurs, hein, j'entends bien, sur cette problématique, entre guillemets, d'empreinte carbone et du poids de l'empreinte carbone. Donc sachez, bon, il n'y a pas d'exclusivité, mais sachez que voilà, nous venons d'entamer une première lecture de dossier pour commencer à travailler sur ce sujet. C'est sûr qu'une assurance dans un livre blanc avait dit la réparation c'est plus écologique. Oui. Maintenant, moi je pose la question naïvement sans prendre position. Est-ce que c'est économique? C'est-à-dire qu'il faudra déterminer si l'écologique
prédomine sur l'économique ou si l'économique va prédominer sur l'écologique. Je sais pas, ça, François, peut-être un complément. En tout cas, on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Enfin, vraiment, c'est un point de convergence fort, je pense, entre les réparateurs et les experts. Le fait de devoir réparer avant de remplacer, pour des notions écologiques, pour des notions économiques et puis pour des notions techniques. Parce que les réparateurs, ce sont des personnes d'expérience et c'est en réparant qu'ils deviennent de bons réparateurs. Ce qu'on veut et ce que vient de dire Jean-Marc est tout à fait évident et important. Si les réparateurs ne remplacent que des pièces et ne les réparent plus, ils vont baisser en termes de compétences. Et donc on ne trouvera plus de compétences dans les ateliers pour réparer. Donc nous, on doit promouvoir, au-delà de l'aspect économique qui semble toujours hyper déterminant, il y a aussi cet aspect technique, donner les moyens aux réparateurs de pouvoir réparer, de les encourager à la réparation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui doit être une empreinte forte pour les experts. Encourager la réparation, bien sûr. Et plus l'écologie. Et plus l'écologie, mais qui finalement est une donnée qui vient finalement compléter le raisonnement dans la méthodologie. C'est de se dire on doit réparer, et réparer, c'est aussi réparer avec de la pièce de réemploi. On en parlait tout à l'heure pour les valeurs de remplacement, comment faire en sorte qu'un véhicule redevienne réparable si économiquement il ne l'est pas au départ, avec de la pièce neuve. Voilà, si on a ce réflexe pièce de réemploi, on doit l'avoir quand les véhicules ne sont pas réparables, mais aussi quand les véhicules sont réparables. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on est à plus de 20% de remplacement en termes de pièces de réemploi. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on est au frémissement. Hein. C'est quelque chose qui commence à être mis en place. Vraiment mis en place et qui se développe. Mais dans le cadre d'une discussion, encore une fois. Toujours. Oui, encore une fois, et encore le mot d'ordre, il est la discussion, le contradictoire. Moi, je préfère dire la discussion. On est quand même entre hommes. C'est deux hommes ou une femme. Il va falloir débaptiser le mot contradictoire. Hein. Il faut rappeler ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut que ce que l'on fait aujourd'hui sur cette charte soit comprise par tout le monde. Je veux dire, réparateur qu'expert. C'est vraiment le mot d'ordre de s'entendre et puis de vraiment forcer la discussion par rapport à la réparation. De cette valeur que certaines personnes ont de dire plus de 2 heures ou plus de 3 heures, je ne peux pas donner plus. Mais c'est absurde parce qu'en fait, même 4 heures, même 5 heures, à partir du moment où on est vertueux, oui, il faut le faire, quoi. Il faut y aller. Et il ne faut pas se dire, il ne faut pas bloquer sur un... Il faudrait presque supprimer cette notion d'espace-temps par rapport à ça. Mais bon, on est bien obligé de le faire parce qu'on refacture sur du temps. Je pense que ce qui était important dans ce point, c'était de parler effectivement de ce contradictoire, mais bien informer l'ensemble des acteurs, y compris des réparateurs, de cette fameuse directive CSRD, qui est peut-être remise en cause par les politiques aujourd'hui, en fait, qui vient un peu complexifier les choses, mais qui impose à des entreprises d'assurance, qui impose aussi à des entreprises d'expertise de remettre ce qu'on appelle des rapports extra-financiers, qui doivent prouver que les entreprises font du bien pour la planète et réduisent l'empreinte carbone. Mais on ne va pas faire le débat aujourd'hui, mais c'est un élément supplémentaire à prendre en compte. D'autant plus que de par notre métier, on est très vertueux, et ce depuis plus d'une centaine d'années quand même. Parce que les premières roues des carrosses, on les remplace déjà par l'autre roue de l'autre carrosse. Pour aller plus vite. Voilà. Donc ça, on sait déjà faire. Une roue existante. Il y a longtemps que les réparateurs ont utilisé de la pièce aussi. Hein. Oui. Et la pièce de réemploi, nous sommes les premiers consommateurs de pièces de réemploi. On n'a pas attendu qu'on nous dise il faut le faire. Très bien. Alors, mais dans de bonnes conditions. Merci pour la planète. Alors, on passe à l'article suivant, c'est l'article 8, qui est donc les travaux complémentaires. L'article 8, il doit être, vous devez l'avoir à l'écran. Alors, pareil, je refais la lecture rapide. Tout imprévu de nature à modifier l'évaluation initiale, qui peut être constatée en cours d'une réparation, doit faire l'objet d'une information rapide et tracée, accompagnée de photos de la part du réparateur à l'expert pour lui permettre de mettre en œuvre une réponse adaptée, soit par une nouvelle concertation à distance ou en présentiel, soit par un accord écrit. Marie-Françoise, un point d'explication sur justement les points qui sont mis en exergue. Voilà, de toute façon, travaux complémentaires, toujours pour gérer le bon dossier, s'il y a des travaux complémentaires, si le réparateur il voit qu'il y a des choses en plus, il faut absolument qu'il en informe l'expert. Même s'il y a eu une première expertise qui semblait simple au départ, il peut y avoir au cours des démontages des travaux complémentaires, et de ce fait, il faut informer l'expert. Le plus possible, il faut faire des photos, c'est le mieux. Tracer, évidemment. Alors, soit on y met sur les sites d'extranet des experts, soit on y met par mail. Mais en tout cas, il faut tracer sa demande. Et puis après, il faut que l'expert aussi ait un retour rapide
afin que le réparateur puisse continuer. Après, il était bien dit que s'il n'avait pas de réponse, le réparateur, au bout de 48 heures, il doit continuer les travaux. Parce qu'on ne peut pas bloquer le véhicule, on ne peut pas bloquer aussi pour le client. Et on a des impératifs aussi dans nos ateliers, donc il faut qu'on puisse continuer la réparation, tout simplement. Donc il faut impératif toujours, traçabilité, et puis toujours information à l'expert. Alors cette charte a l'avantage de le repréciser, mais je pense que c'est déjà des pratiques courantes. C'est des pratiques que j'ose espérer qui sont courantes chez les réparateurs et chez les experts aussi. Vous insistez sur... Mais on insiste, il faut absolument, c'est pas la fin du dossier, effectivement, qu'il faut que le réparateur dise « Oh bah oui, mais j'ai eu 2 heures de réparation de plus parce que c'était plus enfoncé que... » Ben non, c'est pas la fin du dossier qu'on va... En plus, ça sera réparé, l'expert n'aura rien vu. Non, il faut être raisonnable, il faut envoyer les photos. Par contre, l'expert aussi a son devoir de réponse. Voilà. Bien sûr. Et ça, il faut qu'il soit rapide pour qu'il puisse continuer les travaux. De toute façon, le débat, il interviendra tôt ou tard. Donc autant que ça soit tôt, parce que quand je dis tard, c'est qu'au moment de la facturation, si on avait prévu une réparation avec 10 heures et qu'il y en a 12, bon, bah, évidemment que le contact va se faire avec le réparateur pour essayer de comprendre. Et sauf que, comme le disait Marie-Françoise, on n'aura pas forcément les moyens de bien comprendre parce que ça aura été réparé. Donc autant que faire se peut, se prendre le temps l'un et l'autre du débat contradictoire, de réouvrir ce débat en disant est-ce que tu veux venir dans mon atelier pour venir constater que, est-ce que je t'adresse des photos et est-ce que c'est suffisant, voilà, mais de reprendre ce débat pour que au final la réparation et la facture de réparation ne soit jamais une surprise. Il n'y a rien de plus terrible pour un expert que de recevoir une facture en ayant fait un rapport à 1230 €, recevoir une facture à 1400. Et de devoir trier, d'essayer de comprendre pourquoi il y a plus. Bon, ça, c'est assez désagréable. Donc le mieux, c'est d'avoir les informations en cours de travaux et d'être diligent avec le réparateur. Quand il fait l'effort de dire il y a des choses en plus, ben, la moindre des choses, évidemment, c'est de lui répondre et de lui dire je t'adresse un nouveau rapport actualisé, je te donne un accord, un désaccord, on en discute. Mais voilà, que ça soit fluide dans la relation. Et si le réparateur a envoyé les photos, je lui conseille fortement de refaire un devis aussi derrière. Oui. Que l'expert ait son chiffrage aussi, le chiffrage du réparateur et qu'il voit s'il accepte ou pas. À vous écouter, tout est clair pour moi. C'est-à-dire concrètement, peut-être que l'incompréhension des professionnels fait qu'on a l'impression que... Mais vous insistez sur cette bonne relation. Oui, parce que souvent, moi, je pense que le réparateur, il fonce dans le travail parce qu'il a un atelier qui est chargé, il a besoin d'avancer dans son travail. Et pour lui, de prendre des photos, de réécrire l'expert. Alors c'était vrai par le passé, maintenant je pense que les réparateurs quand même prennent conscience de ça. Mais c'est vrai que c'était lourd, c'est lourd. Hein. C'est une gestion qui est lourde quand même, il faut le dire. Et ça par contre, je pense que personne ne s'en rend compte, les assureurs, ils ne comptabilisent pas notre gestion à nous dans leurs tarifs. Parce qu'on a vraiment une réelle gestion derrière, économique. Hein. Le message est passé. Le message est passé, voilà. Mais c'est la réalité, c'est la réalité du terrain. Et donc on va dans les ateliers, on reprend les photos, on renvoie à l'expert. Et c'est vrai que les réparateurs disaient oui, mais bon, c'était évident. Ben non, c'était pas si évident que ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette traçabilité. Hein, vraiment. Important. C'est important. On avance parce que le temps file. On passe sur l'article 9. Alors, on me dit qu'il y a des questions. Alors, question sur l'article 8. Oui, en fait, j'englobe avec le point d'avant parce qu'il y a beaucoup de questions sur... le contradictoire sur le temps passé complémentaire, par exemple sur une pièce issue de l'économie circulaire qui nécessite des travaux de remise en état sur des... Attention de bien mettre le micro pour qu'on entende bien au niveau des personnes connectées. Concernant la peinture, par exemple, sur les raccords, enfin, ces discussions sur le temps donné qui est toujours difficile sur le terrain, être toujours un peu en tension par rapport à que ce soit des travaux complémentaires ou sur la pièce issue de l'économie circulaire, comment on peut justement, et il y a énormément de questions là-dessus et de réactions. Alors on va peut-être que ça va être répondu dans le point 10, on va insister sur le contradictoire, sur l'accord, le désaccord. Donc je crois qu'on va y répondre Très bien. Juste après. Le point 9 qui est l'article des véhicules hybrides. Alors, véhicules hybrides ou électriques, je le lis. La prévention du risque électrique repose sur la protection des opérateurs dans le cadre du présent accord, l'expert et le réparateur. La réglementation prévoit une habilitation pour chacun des intervenants. Il appartient au réparateur, au regard de ses obligations, de la mise en sécurité du véhicule selon les prescriptions techniques en vigueur. La facturation de cette prestation de mise en sécurité fait l'objet du débat contradictoire défini dans les termes de l'engagement numéro 2.
Laurent, là-dessus, une explication, parce que véhicule hybride, véhicule électrique, c'est nouveau, c'est de la nouvelle technologie, ça a un peu amené une révolution au sein des ateliers. Il y a un mot, c'est la formation. Formation. Voilà. Il faut former nos salariés à l'habilitation électrique et à l'achat du matériel pour mettre le véhicule en sécurité. Voilà, la formation, il n'y a que ça. La formation. Est-ce que les ateliers sont tous aujourd'hui rompus à l'exercice? Est-ce qu'ils ont tous les professionnels adaptés? Alors, est-ce qu'ils sont tous formés? Est-ce qu'ils ont tous les investissements? Tous, je ne sais pas. Oui, mais il doit en manquer quelques-uns. C'est le mot mais d'ordre. c'est vrai que oui, beaucoup se sont formés. Beaucoup se sont formés. Oui, parce qu'on est en plein débat sur l'électromobilité. Est-ce que ça va arriver, pas arriver? Il faut se rendre à l'évidence que dans le futur, ça va arriver de plus en plus. Il faut se former pour tout et justement pour l'électrique. Et l'hybride. Donc aujourd'hui tout est clair au niveau des réparateurs, de l'expertise sur progressivement avec le temps ça va se mettre en place et il n'y a pas de... Après il faut une facturation derrière bien sûr, hein. Il faut qu'on ait du temps pour faire tout ça, hein. Mais sinon le message est passé. Le message est passé. Alors on passe directement au point numéro 10 et justement on va pouvoir répondre à cette question qui a été posée, c'est justement le traitement des PV d'expertise contradictoire, d'accord ou de désaccord, signés par les deux parties. Alors, on a évoqué au tout début de notre Web TV l'importance du contradictoire et on revient sur cet article 10, sur ce contradictoire. Alors, Jean-Marc, une explication sur cet article 10. Tout commence par le commencement, l'expertise terrain, bien sûr. Comme disait François, à 80%, c'est... même voire plus, c'est réglé. C'est réglé, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pris parti, ils ont pris accord entre les deux parties par rapport à la méthodologie, au temps de remplacement, au temps de redressage. Par contre, il peut très bien, et forcément ça peut arriver qu'il y ait un désaccord sur le terrain de la méthodologie, éventuellement, ou du temps de redressage. À ce moment-là, encore une fois, ça c'est très important, ne jamais laisser partir un expert automobile sans avoir signé quoi que ce soit sur ce rapport. On ne peut pas aujourd'hui, et c'est inconcevable, qu'un expert puisse partir suite à une expertise sans avoir un accord signé. Ou un désaccord, parce qu'en fait on peut très bien être en désaccord avec l'expert, ce qui n'est pas probable, mais à ce moment-là il faut le signifier. Et comment on le signifie? L'expert a une tablette, et François pourra nous le confirmer, l'expert a une tablette. Sur cette tablette, à la place de la signature, on peut l'écarter un peu et notifier notre désaccord. On a inscrit juste désaccord sur temps de peinture, désaccord sur temps de redressage ou désaccord sur la méthodologie. À partir du moment où on a acté ce désaccord et qu'on signe la tablette, à ce moment-là, on va pouvoir nous, plus tard, et on le verra pour la commission de conciliation, aller sur le contradictoire purement, vraiment à l'état pur de ce qui a été signé tout au départ de l'expertise. Et c'est le plus important. Encore une fois, tout se passe au départ, un dossier bien ficelé, comme disait Marie-François, c'est un dossier qui va bien jusqu'au bout. S'il commence, où on ne signe pas des accords, où on laisse partir l'expert comme ça, c'est parole contre parole, et à un moment donné, c'est l'homme contre l'homme, on ne pourra rien faire, nous, au niveau du contradictoire, et au niveau de la commission de conciliation. S'il y a une traçabilité des désaccords sur la tablette, il n'y a aucun souci. Et normalement, et à partir du moment où même l'expert sait qu'on commence à notifier un désaccord, il va se dire, ouais, ça va aller loin, on rediscute. Et c'est là où il faut, et c'est le plus important de toute façon, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'écoute et c'est l'entente. Et j'espère et je souhaite fortement que un an et demi de travail qu'on a mis sur ce papier-là, sur cette charte, soit respecté et rentre en application et soit respecté des deux parties. Que les experts soient bien au courant. J'espère qu'il y a plus d'experts et autant de réparateurs qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui vont lire cette charte et qui vont l'appliquer. Ce sont des règles interprofessionnelles. Pour François, il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. C'est-à-dire concrètement, ça devrait déjà être le cas. Ah bien sûr, bien sûr. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a le droit d'être en désaccord. C'est quelque chose qui est méconnu en réalité. On a toujours l'impression qu'il faut emporter quoi qu'il en coûte un accord. On a le droit d'être en désaccord, de respecter la position du réparateur, de respecter la position de l'expert. Et il suffit par contre de le signaler, comme le disait Jean-Marc, d'écrire dans le PV d'expertise, eh bien ce sur quoi on est en désaccord.
déjà en termes de traçabilité, ça permettra, quand on revient dans le dossier, de se dire mais en réalité pourquoi on était en désaccord. Est-ce que c'était un problème de méthodologie, un problème d'heure, un problème de remplacement de pièces. Donc il faut qu'on sache que si quelqu'un prend la suite de ce dossier, il sache de quelle nature est le désaccord et que les deux parties puissent s'exprimer. Le PV d'expertise, on peut faire la métaphore, on peut le comparer à un constat amiable d'accident. On peut tout à fait ne pas être d'accord sur les responsabilités dans le sinistre ou quoi que ce soit, et pour autant chacun remplir sa partie et dire bien moi j'étais à tel endroit, et après eh bien, la compagnie d'assurance fixera les responsabilités, on pourra être en désaccord, il y aura toute une procédure qui pourra suivre derrière, mais chacune des parties doit pouvoir s'exprimer. Et comme il y a un document unique, comme pour le constat amiable d'accident, les deux parties doivent pouvoir s'exprimer dans ce document unique. Et chacune en recevra d'ailleurs une copie à l'instant T pour savoir ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a signé et quelles sont les prétentions de l'autre. Donc pour moi, ça paraît relativement clair. Ce que je retiens, c'est que... Mais comme tout dans la charte, en fait, tout est plutôt clair. Après, c'est la mise en application. C'est-à-dire que la charte, c'est un peu la règle du jeu. Elle est connue de tous, mais il faut la respecter. Voilà, c'est ça le travail. Vous pouvez regarder chacun à la caméra pour s'adresser aux professionnels qui nous écoutent. Vous avez tout pour faire. Moi, ce que je retiens, c'est que le numérique, en aucun cas, est un frein. Et la tablette n'est pas un frein. Non, parce qu'en fait, pour les anciens qui se rappellent de l'expert qui venait avec son rapport en feuille rose, ou... on a dit qu'on ne parlait pas du passé, hein, mais bon. Non, mais c'est important de le dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui était sur papier, aujourd'hui, tout le monde a son téléphone portable. Tout le monde, maintenant, on valide même à la banque avec un téléphone portable. On n'y va plus chez son banquier, on ne le voit quasiment plus. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut travailler avec les méthodologies de ce jour. La tablette, elle est là. Si vous avez besoin de prendre la tablette en photo, eh ben vous avez le droit. L'expert ne peut pas se substituer à dire « c'est à moi, je ne te donne pas les informations ». On est d'accord avec ça. Il faut que ça rentre bien dans la tête de tout le monde. C'est que on écrit sur cette tablette lorsqu'on est en désaccord. Et c'est important. Et une fois qu'on a écrit le désaccord, on signe. On ne laisse pas l'expert partir sans signer. Le mot est passé, le mot d'ordre est passé. Je le redis encore ? Oui, bon. Mais tu l'as bien dit. Donc je pense que ça, c'est compris. Alors, le temps passant, passons à l'article 11. Liberté des moyens et des prix et liberté d'évaluation. Là, il y a le principe pour le réparateur. Peut-être Marie-Françoise, une explication sur ce point 11 que l'on voit effectivement à l'écran. Dans le cadre d'un ordre de réparation, le réparateur est libre d'apprécier sa méthodologie pour réparer dans les règles de l'art les véhicules de ses clients et de fixer le montant de ses travaux. Un petit point d'explication. Oui, tout à fait. Le réparateur, d'abord, il a ses taux horaires qui sont affichés et il est libre de les appliquer. Et l'expert, quand il vient, il doit prendre les taux horaires du réparateur, sauf s'il y a des conditions spéciales avec les assurances, mais sinon, il doit prendre les taux horaires des réparateurs. Après, j'ose espérer aussi que le réparateur a fait son coût moyen d'entreprise et puis qu'il sait où il va aussi, qu'il n'est pas non plus des taux trop bas, mais qu'il n'est pas non plus des taux extrêmement hauts qui ne sont pas, on va dire... dans le marché. Dans le marché. Mais après, à partir de là, moi je pense que le réparateur, il a le droit de facturer à son taux... Enfin, je pense. Il a le droit de facturer à son taux horaire. Voilà. Alors, et l'expert doit valider son expertise avec les taux horaires affichés dans l'entreprise. Alors, c'est le point B pour le principe pour l'expert. Donc là, réparateur. Je lis rapidement, mais apparemment... il ne passe pas à l'écran, mais dans le cadre d'un rapport d'expertise, l'expert est libre d'évaluer les méthodes de réparation dans le respect de la sécurité automobile et des impératifs liés à la préservation de l'environnement et de déterminer la valeur des travaux. Voilà, un petit extrait. François, sur ce point. Mais ça vient rappeler finalement la liberté des uns et des autres, c'est-à-dire que la liberté pour le réparateur de facturer ce qu'il pense être la bonne facturation et pour l'expert de déposer dans son rapport ce qu'il pense être la bonne nature de l'indemnisation qui doit être réalisée. Donc encore une fois, dans 99,9% des cas, eh bien, il y aura un accord qui sera pris au travers du contradictoire, mais encore une fois, on peut être en désaccord et à ce moment-là, chacun reprend sa liberté, puisqu'il faut rappeler quand même que le réparateur a un ordre de réparation, et donc à un moment donné, il peut dire, écoutez, moi qui ai un reste à charge pour l'assurer, peu importe les conditions, à un moment donné, je suis libre de facturer ce que je veux. Et l'expert
est libre de déposer dans son rapport ce qu'il veut. La réalité, c'est que la meilleure des conditions, c'est que les deux soient en harmonie, mais on peut imaginer, encore une fois, qu'on parle bien de la liberté des moyens et des prix. Donc le réparateur a sa liberté et l'expert également, et l'un n'est pas tenu par l'autre. Donc moi, j'ai aucune obligation de déposer un rapport en conformité totale avec le réparateur, et lui, il n'a aucune obligation non plus de respecter ce qui est dans le rapport d'expertise s'il ne se sent pas en adéquation avec ce qui est écrit à l'intérieur. Donc c'est la liberté des parties. Heureusement, encore une fois, je le dis, dans la quasi-majorité des cas, évidemment. C'est pour les cas à la marge que cette situation a été décrite. Mais on peut comprendre effectivement, puisqu'on touche à une notion importante qui est le chiffre d'affaires, qui est la rentabilité des entreprises, donc on peut comprendre effectivement que, en tout cas, c'est pas un point tabou. Puis nous, on ne doit pas imposer au réparateur quoi que ce soit. On est juste dans une réalité quand même économique où c'est vrai que l'assuré, il n'a pas envie de mettre au bout. Non. Oui. Donc il faut que vraiment que le réparateur défende au mieux pourquoi il a ces tarifs-là et qu'il sache se défendre et qu'il sache pourquoi il en est là. Parce qu'il est nécessaire quand même que le réparateur se fasse payer au juste prix. C'est important aussi qu'il se fasse payer au juste prix, qu'il n'y ait pas de reste à charge pour le client, parce que ça fait aussi... il ne faut pas que ça vienne entériner et entacher le libre choix du réparateur. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? Peut-être qu'il y a des réactions, mais attention, comme le temps passe... Oui, il y a beaucoup de questions, notamment à la question précédente qu'on avait renvoyée au point 10. Oui. Mais je pense que nous apporterons des réponses au fur et à mesure par nos formations, par nos réunions d'information, parce qu'il y a énormément de réactions, notamment sur la prise en compte des temps, le dialogue sur la prise en charge de la consignation d'un véhicule électrique. En fait, c'est tous ces points-là que les gens signalent. Voilà, donc on répondra peut-être par ailleurs, ou s'il reste du temps, pour l'ensemble des questions. Important de le préciser, cet événement à l'occasion justement de permettre aux organisations de parler à leurs adhérents. S'il y a de nombreuses questions, c'est bien, ça veut dire que ça réagit et que ça intéresse. Mais encore une fois, il y aura, et on va en parler à la fin, une mise en place dans les régions. Donc ça va être là, dans ce cadre-là, où les questions pourront être apportées dans le cadre des formations. On passe à l'article suivant, qui est l'article 12, délivrance de l'engagement du règlement direct. Alors cet article 12 dit qu'après l'examen du véhicule, l'expert peut mettre à disposition du réparateur le document au terme duquel l'assureur s'engage à régler directement les travaux. Ce document de règlement direct ne sera pas délivré notamment lorsque la réparation n'est pas directement réglée par l'assureur du fait de ses garanties, notamment en cas d'expertise conservatoire, lorsque l'imputation des dommages n'est pas certaine, en cas de traitement du dossier en limite de valeur ou perte totale, en cas de désaccord entre l'expert et le réparateur. Voilà, donc l'information de règlement direct sera également indiquée sur le procès-verbal d'expertise. J'espère que ma lecture est bonne. Donc Laurent... Oui, en quelques mots, c'est surtout pour les garages agréés, puis qui ont eux la prise en charge et qui auront toutes les informations sur cette prise en charge. Après, c'est au bon vouloir de l'expert de la donner. Si le garage n'est pas agréé, ils ont le droit de donner la prise en charge s'ils l'ont, si l'assurance leur a fait passer. Pour tous les autres qui ne sont pas agréés, il y a d'autres moyens, il y a la session de créance et puis voilà, quoi. Très bien. Moi, je rajouterais aussi une chose. S'il y a des mesures conservatoires, et c'est bien précisé sur notre charte, en cas de mesure conservatoire, l'expert doit informer le réparateur. Il est dit, en cas d'expertise conservatoire, l'expert informe le réparateur de cette particularité, parce que dès qu'il dispose de l'information sur la levée du caractère conservatoire de l'expertise, il en informe de manière tracée le réparateur. C'est très important parce que là-dessus, on va dire que les réparateurs qui sont agréés, généralement, ils ont un règlement direct qui est délivré automatiquement. Donc s'ils n'ont pas le règlement direct délivré, c'est qu'il y a un souci. Donc à la rigueur, à partir de là, ils savent qu'il y a un souci, l'expertise est en mesure conservatoire. Or, on a le problème sur le terrain, et ça c'est pour ça que je le précise, on a le problème sur le terrain des non-agréés. Ils n'ont pas cette information de mesure conservatoire. Et des fois, ils ont un rapport d'expertise qui est arrivé. Pour eux, ils peuvent démarrer les travaux, alors que l'expertise était en mesure conservatoire. Quand elle est en mesure conservatoire, ça veut dire que l'assurance n'est pas tenue de payer non plus derrière. Donc le client ne sera pas payé, et à la sortie, si les travaux ont démarré, le réparateur ne sera pas payé. Donc il faut absolument quand même que les experts pensent à donner l'information quand il y a une mesure conservatoire, et puis que le réparateur sache qu'il n'y a aucune opposition quand il démarre les travaux. C'est important pour les réparateurs qui ne sont pas agréés. Tout à fait. Ouais, important. Article 12, on passe à l'article 13, gestion de crise.
pardon, je suis allé un peu vite. Article 13, gestion de crise, et l'article 14, ça va être la commission interne de conciliation. Alors l'article 13, en cas de survenance d'une crise majeure d'ampleur nationale provoquée par un événement exceptionnel, crise sanitaire majeure, chacun va replacer le contexte de la Covid, susceptible de modifier les pratiques et de s'organiser dans les professions des experts et des réparateurs, les instances nationales des parties signataires de cet accord s'engagent préalablement à se concentrer pour trouver ensemble les solutions qui permettent de préserver au mieux les intérêts de chacun. Ça, c'est fort de l'expérience de ce qui s'est passé. Du Covid, oui, tout à fait. Où les experts ne pouvaient pas se déplacer, où il y a des voitures qui étaient bloquées, les réparateurs travaillaient ou ne travaillaient pas. Donc, fort de ça, il faudra que, s'il y a une prochaine crise, qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute, voir comment on peut faire pour ne pas bloquer les véhicules et pour que les gens puissent circuler un petit peu quand même. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas une nouvelle crise. Mais je pense que cette expérience a été extraordinaire, en tout cas stupéfiante en France. On a coupé les activités, ça s'était jamais vu. Donc je crois que vous avez pris en compte cette expérience pour l'intégrer dans la charte et qu'à l'avenir ça se passera de façon différente. Oui, nous, Mobiliance, on a ouvert directement à tous les non-adhérents les informations qu'on était susceptibles d'avoir et de redistribuer. Oui, donc voilà, on n'a pas fait. C'était trop important le sujet. Voilà, donc on a su prendre acte de cette problématique, puisqu'il y a des garages qui continuent à travailler pour les véhicules d'assistance, pour les véhicules de secours. Donc voilà, on était ouvert sans pouvoir être ouvert. En tout cas, le mot d'ordre de dire aux professionnels, retournez-vous vers vos organisations professionnelles pour avoir toutes les procédures à suivre. Les organisations aujourd'hui sont rompues, à l'exercice en tout cas, auront la réactivité pour apporter les réponses. Tout à fait. Alors, article 14, c'est la commission interne de conciliation. Je ne sais pas si elle passe à l'écran. Voilà, c'est un point important sur lequel on va échanger. Les organisations signataires s'engagent à mettre en place une procédure interne de règlement amiable des litiges strictement issus d'une application non conforme des règles interprofessionnelles visées par la présente charte, par le présent accord. Une commission nationale composée paritairement des représentants de chaque organisation signataire du présent accord se réunit en vue de régler par la voie de la conciliation ces litiges qui opposent leurs membres respectifs. Alors, voilà, François, précisons les choses. C'est nouveau cette commission de conciliation dans les faits. Ce n'est pas c'est autre chose que ce qui existait. On n'est pas dans les litiges. On est en fait dans les oppositions. On est là pour régler une non-application de l'article. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas une commission d'arbitrage. Donc c'est pas une commission qui va venir déterminer qui a raison ou qui a tort, entre guillemets. Oui. C'est pas ça qu'on doit venir chercher dans cette commission de conciliation. C'est plutôt venir voir si les éléments de la charte ont été respectés par les parties. Donc on a une règle du jeu. Est-ce que la règle du jeu a été respectée? Ensuite, à nous, et vraiment de promouvoir cette charte dans les régions pour que chacun puisse l'adopter, puisse vraiment respecter chacun des articles. Et à ce moment-là, eh bien, on peut imaginer qu'on aura de moins en moins de dossiers à concilier. Mais vraiment, c'est ce sur quoi on voulait, et ça a un petit peu transpiré au travers des premières questions qui ont émergé aujourd'hui. Le but de cette charte, voilà, elle est là pour fixer les règles du jeu et pas pour venir arbitrer des situations très techniques. L'expert m'a proposé 3 heures de main-d'œuvre, j'en voulais 4. C'est pas ça le but. C'est pas du tout ça. Hein. L'esprit, c'est de se dire comment se comportent les parties pour justement ne pas arriver à cette situation-là. Et dans le cas un peu caricatural que je cite, le principe du contradictoire, est-ce qu'il a été respecté ou pas? Après que le dossier vale 3 heures ou 4 heures, c'est pas notre sujet aujourd'hui, hein. C'est de savoir si les parties respectent bien les conditions de la charte. Donc, et vraiment ça, il faudra qu'on le respecte, parce que sinon ces dossiers qui vont nous arriver ne seront pas traités. Donc il faut que tout le monde en ait conscience, ces dossiers ne seront pas traités, ils seront renvoyés. Et ensuite, eh bien, si les parties passent à côté de cette commission de conciliation, eh bien, ils pourront s'adresser aux juridictions compétentes, mais ça sera un autre sujet. C'est pas le sujet de la commission de conciliation. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a des conciliateurs qui sont nommés, ou qui vont être nommés, si ce n'est pas encore le cas, très prochainement, pour chacune des organisations. Exact. Un petit mot rapide sur les conciliateurs. Nous, pour Mobiliance, on a déjà les 2 noms des conciliateurs. Donc on a convenu entre nous, les 4 OP, de ne pas nommer les présidents. Donc nous ne participons pas à la conciliation. Vous ne pouvez pas être juge et partie, on va dire. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, chez nous, il y a 2 membres du bureau, de mon bureau national, qui
qui sont nommés à la conciliation. Même chose du côté des chose. FFC, même chose du côté des FNA. Voilà, Peut-être, je ne sais plus si je l'ai rappelé au début, cette charte rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Ça veut dire qu'en 1er janvier 2025, la commission de conciliation peut fonctionner. Oui. Elle ne sera pas forcément saisie dès lors que, voilà. De toute façon, tous les dossiers vont être traités en amont aussi. On ne va pas prendre tout. Il y a des dossiers qui vont être justement traités en amont pour la véracité. Et effectivement, si toutes les règles ont été respectées, et à partir du moment où tout rentre bien dans les cadres, à ce moment-là, la commission se réunira pour pouvoir traiter de gré à gré la problématique. Et voilà. Et tout le monde recevra cette charte à partir de maintenant. Donc ça veut dire que chaque organisation effectivement va communiquer vers ses adhérents avec ses organisations départementales, territoriales, tout ça est très clair. Et on arrive à l'article 15 qui est la fin, dernier article de la charte. On a tenu les délais, il est 12h30. Ce comité de suivi, je le lis, un comité de suivi composé des représentants de chacune des organisations se réunit chaque année afin de promouvoir et de suivre l'application de cet accord et procéder à d'éventuelles modifications. Concrètement, c'est peut-être l'expérience des chartes d'avant. Elles existaient, mais on ne vérifiait pas si c'était bien appliqué ou si elles étaient mises à jour. Là, vous avez décidé de mettre un comité de suivi pour le vécu véritablement de cette charte. Il y a le vécu et l'avenir aussi. Et l'avenir. On a quand même des conditions techniques qui peuvent modifier l'avenir aussi. Donc, voilà, il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Voilà, il faudra les intégrer au fur et à mesure et bien sûr en prendre compte, quoi. Mais voilà, mais je pense que on a voulu que cette charte soit dynamique et qu'elle puisse, en fonction des évolutions, être modifiée. On va s'enrichir aussi de ce comité de conciliation, parce que peut-être que s'il y a des cas qui sont redondants sur des sujets qui sont peut-être ambigus ou pas suffisamment bien traités dans la charte, peut-être rajouter un point qui va concerner une situation qui est récurrente pour que finalement elle soit traitée de manière définitive. Donc c'est aussi le but de cette charte, c'est qu'elle soit évolutive. En fait, comme toute règle du jeu, il faut respecter les règles. C'est pour les deux parties. Il faut respecter les règles. Si tout le monde respecte les règles et suit bien le process que l'on a mis plus d'1 an et demi à préparer, je pense qu'on va apaiser un peu cette situation. Et comme on disait encore ce matin, on en a parlé un peu et on en a déjà discuté entre nous de certains faits de violence qu'on ne peut pas... C'est impossible. On reste des hommes et j'espère encore des bonnes valeurs. Ça faisait partie du préambule, voilà, le mot violence. Alors écoutez, je pense qu'au-delà de l'article 15, pour les personnes qui nous regardent, c'est de se dire qu'il y aura en tout cas des compléments au niveau des annexes. Je crois qu'il est temps maintenant de conclure ce Web TV. Peut-être, alors, une question rapide. Une réaction par rapport à toutes les questions, donc notamment sur le rôle de la conciliation. Donc, les organisations professionnelles sont là pour vous accompagner dans le suivi des dossiers et sur tous les éléments sur lesquels on n'a pas pu vous répondre, on répondra par ailleurs. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur des éléments précis, donc on apportera ces réponses. Et surtout, n'hésitez pas à saisir la conciliation, elle est faite aussi pour fonctionner. Donc, nous, on est là pour accompagner, apporter une assistance de premier niveau et ensuite, la conciliation permettra d'établir des règles générales et d'apaiser effectivement sur le terrain des situations un peu complexes. Donc voilà, cette charte elle a été faite pour améliorer les relations professionnelles et elle a le mérite de poser vraiment un cadre. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre organisation professionnelle pour cet accompagnement. Merci. Et précisons que dans la charte, il y a la méthodologie de saisie de la commission de conciliation, donc c'est très clairement expliqué. Ce que je vous propose, c'est de faire une phrase de conclusion. J'espère que vos explications auront été claires, qu'on aura pu bien présenter cette charte. Et c'est un premier numéro de l'exercice qui doit se suivre et qui doit se mettre en place. Alors, donnons la parole à chacun d'entre vous. Marie-Françoise, pour un mot de conclusion sur cette charte. Voilà, nous avons fait un long travail ensemble, de presque 2 ans, on va dire, auquel on a associé ce webinaire aussi, qui nous a demandé aussi de la préparation. Maintenant, on espère juste que chacun prendra conscience de respecter les règles de base, afin que les relations restent entre professionnels, de professionnel à professionnel, dans un grand respect du contradictoire et en toute indépendance. Voilà, moi j'espère que ça va assainir aussi les relations, qu'elles soient meilleures. Respect, indépendance, et voilà. Laurent ?
d'accord avec Marie-Françoise. Et juste dire que les assureurs qui veulent souvent nous opposer avec les experts et nous diviser, que cette charte-là, elle montre que on est soudés et qu'on veut travailler ensemble. Donc soudés, voilà, et la démonstration encore aujourd'hui d'être autour de cette même table. Jean-Marc, respectons les règles et on aura un beau jeu. Un mot concis. François. Ravi d'avoir participé à la construction de cette charte avec les organisations professionnelles des réparateurs. Ça a montré à quel point on était capable de travailler au contradictoire pour rédiger cette fameuse charte. Et donc voilà, j'invite en tout cas tous les ressortissants experts à lire cette charte, à se l'approprier et à bien la respecter pour qu'on ait le minimum de dossiers en conciliation. Exactement. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à tous ceux qui ont suivi de A à Z et jusqu'au bout, parce qu'effectivement, il est 12h30. Donc, on va vous souhaiter un bon appétit et remercier toutes les personnes que vous n'avez pas vues, mais qui ont permis la réalisation de cet événement, toute la partie technique. Merci à la FFC pour son accueil et la mise à disposition de ces moyens. Je reprécise également que nous allons récupérer l'enregistrement de tout ce qui s'est dit en intégralité, et ce replay sera à disposition via vos organisations professionnelles respectives pour revisionner, réécouter. Et encore une fois, je crois que les organisations territoriales dans les régions pourront s'appuyer sur ce replay et pourront animer des séances de liens, d'échanges entre les experts et les réparateurs pour continuer cette charte. Un grand merci à toutes et à tous et à très très bientôt.